Euh, je me dois tout d'abord de vous dire que je suis très heureux d'être ici, toujours heureux d'intervenir devant les étudiants du Master 2 et ravi bien évidemment de vous présenter le résultat de mes travaux sur la question du jour, sur le développement de la défense européenne et les relations avec l'OTAN. J'espère que je ne vais pas trop être soporifique dans mon propos, mais il va falloir passer par certains moments un peu arides pour comprendre un petit peu où nous en sommes aujourd'hui sur ce sujet. Et j'essaierai d'être le plus clair et le plus compréhensible possible sur ce sujet-là, parce qu'en réalité, plus j'ai travaillé sur cette question de la défense européenne, plus j'ai mesuré à quel point le sujet était en réalité complexe, comme vous l'aviez justement souligné, Anne. Deuxième préliminaire, j'aimerais juste rappeler que je m'exprime ici à titre purement personnel et que les propos que je vais tenir au cours de cette conférence ne représentent pas ceux du ministère des Armées, mais les miens seulement. Voilà, que ce soit bien clair pour tous. Ce sont des travaux de recherche qui sont personnels. Voilà, pour rentrer dans le vif et pour bien comprendre la matière dont l'Europe, la manière dont l'Europe de la défense s'est construite, il convient probablement de faire un peu de géopolitique et de rappeler que c'est par la création de l'OTAN en 1949 que la défense européenne a pu prendre forme sous la tutelle bienveillante et parfois un peu écrasante, il faut le dire aussi, des États-Unis d'Amérique, qui voyaient un intérêt stratégique majeur à opposer au bloc soviétique un autre bloc plus hétéroclite, composé de pays affaiblis par la guerre et dont il était urgent de garantir la solidarité mutuelle au sein d'une structure ad hoc. Ce n'est que plus tard, nourri d'idéaux pacifistes, que la communauté des États d'Europe a cherché à accroître son autonomie vis-à-vis d'un grand frère aussi bienveillant que parfois envahissant. Et que, suivant la volonté de quelques hommes politiques d'envergure en France et en Allemagne, le choix fut fait que la garantie de la paix en Europe puisse ne plus dépendre uniquement de son plus grand allié. La situation géopolitique mondiale actuelle est cependant en train de redistribuer les cartes entre les différents grands acteurs mondiaux concernés. Elle oblige certainement les États de l'Union européenne à se reposer à la question des raisons qui les ont amenés dès l'origine à se choisir une communauté de destin, en vue d'éviter que l'Europe ne soit à nouveau le théâtre d'une guerre meurtrière et qu'elle puisse peser autrement que par l'économie dans le choix des décisions qui pèsent sur son devenir. Cette réflexion du développement d'une défense européenne autonome, non assujettie aux orientations géopolitiques du grand frère américain, renvoie dos à dos deux modèles d'organisation. L'un prônant le maintien d'un lien transatlantique fort et confiant le leadership naturel de l'organisation en question aux États-Unis d'Amérique, la seule superpuissance qui a survécu à la fin de la guerre froide, et l'autre reposant tant bien que mal sur l'identification d'une Europe de la défense, dont les décisions seraient essentiellement formulées selon une logique d'autonomie stratégique, dont la réalité peine cependant à se faire voir aujourd'hui. Ce mouvement va de pair avec la tendance actuelle d'un certain décalage des intérêts américains hors de la sphère européenne, qui se traduit par un relatif désintérêt touchant à la question ukrainienne et biélorusse, par exemple, au désengagement d'Afghanistan et à un redéploiement tant stratégique que doctrinal dans l'espace Indo-Pacifique, avec la signature dans l'été 2021 du pacte anglo-australo-américain, mieux connu sous le terme de pacte AUKUS, dont nous avons tous entendu parler. La focalisation des intérêts stratégiques américains vers la Chine va ainsi de pair aujourd'hui avec un relatif désintérêt des États-Unis pour le projet de défense européenne, qui semble partagé par l'actuel président des États-Unis comme par son prédécesseur. L'un des effets les plus directs de ce décentrage stratégique est celui d'une relative marginalisation, je le dis entre guillemets bien sûr, de l'Europe dans la gestion des affaires de ce monde, qui se relève un peu plus pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un géant économique, mais un nain politique, à l'échelle des deux grandes puissances qui ont la capacité d'imposer, chacune à leur manière, leur vision du monde au service de leurs intérêts respectifs. Je pense à la Chine, bien sûr, d'une part, et aux États-Unis, d'autre part. Ainsi, pour reprendre une parole du président de la République française, s'il n'y a pas en Europe un réveil, et je cite,
une prise de conscience de cette situation et une décision de s'en saisir, le risque est grand à terme que géopolitiquement, nous disparaissions, ou en tout cas que nous ne soyons plus les maîtres de notre destin. Et afin d'aborder la question du développement de la défense européenne et de ses relations avec l'OTAN, il convient dans un premier temps de rappeler que l'Europe de la défense s'est avant tout construite par et avec l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, et que ce n'est que tardivement que l'Europe de la défense européenne a trouvé un nouvel essor dans un contexte de crise renouvelée, post-guerre froide. Et nous verrons enfin que de la complémentarité des modèles à leur redondance, la question du choix d'un modèle de défense européenne continue d'être posée et l'avenir de l'Europe de la défense ne peut être tranché de manière certaine. Donc, spoiler alerte, il n'y aura pas de positionnement fort pour ou contre un modèle contre un autre. Donc, tout d'abord, rappelons que l'Europe de la défense s'est d'abord construite par l'OTAN. Il n'aura pas fallu longtemps aux vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis et l'Union soviétique, pour comprendre qu'ils ne pourraient rester les alliés l'un de l'autre dans le monde d'après-guerre. Ce qui unissait les efforts de ces deux grandes puissances militaires pendant la guerre, à savoir la victoire sur l'armée du Troisième Reich, eh bien, ce qui les unissait ayant disparu, les différences qui opposaient ces deux pays-mondes se firent d'autant plus criantes, que ce soit en effet au plan idéologique, politique, économique ou social. Il semblait difficile d'imaginer deux systèmes de croyances et de valeurs plus opposés l'un à l'autre. Et bien au contraire, leur goût prononcé pour une certaine forme d'hégémonie, idéologique pour le bloc soviétique, économique et culturel pour les États-Unis, était-il annonciateur des affrontements futurs. Conscients des enjeux stratégiques qui se dessinaient dans ce nouveau monde, les États-Unis ont rapidement compris l'intérêt qu'il y avait pour leur propre sécurité à disposer sur le continent européen d'une coalition de nations acquises à la défense d'intérêts communs, ceux du capitalisme économique et du libre marché, de la démocratie et d'une certaine forme de consumérisme, capable de faire face aux tentations d'expansion du modèle communiste prôné par la révolution bolchevique et dont le système politique soviétique était le lointain héritier. Le plan Marshall, dont les pays d'Europe ont bénéficié pour assurer leur reconstruction, est certainement venu aider les décideurs politiques européens en cette fin des années 40 à souscrire avec grâce aux propositions d'alliance formulées par le gouvernement américain. Cette recherche d'alliance militaire revêtait au demeurant un vrai caractère d'urgence, tant les États-Unis vivaient dans la crainte, non feinte, que certains de ces pays d'Europe basculent dans un mode d'organisation politique et sociale communiste, ce qui n'aurait pas manqué d'avoir des conséquences désastreuses pour le projet que les États-Unis nourrissaient pour l'Europe. Il faut en effet se rappeler que la France et de nombreux autres pays d'Europe accueillaient en leur sein des partis communistes disposant d'une forte assise populaire au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale et qui pouvaient se targuer d'avoir contribué à la victoire sur l'envahisseur nazi. C'est dans ce contexte de lutte d'influence larvée entre les deux modèles politiques fondamentalement opposés que fut créée le 4 avril 1949 l'Alliance du traité de l'Atlantique Nord et l'organisation qu'elle incarnait. Ce traité établissait ainsi un pont d'airain entre les alliés nord-américains, d'une part, qui étaient les États-Unis, au premier rang desquels, bien sûr, se trouvait aussi le Canada, mais de l'autre côté, leurs nouveaux alliés européens, constitués d'une dizaine de pays à l'époque. Il ne fallut qu'un peu moins de 3 années supplémentaires pour que la Turquie et la Grèce rejoignent l'OTAN, tandis que la République fédérale d'Allemagne, réintégrée dans le concert des nations, trouvait sa place au sein de l'Alliance aussitôt que 1955. On avait donc la France, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Islande, le Danemark, l'Italie, la Norvège, le Portugal et le Royaume-Uni qui vont constituer ce noyau dur de l'Alliance atlantique, mieux connue sous le terme de l'OTAN. Moins de 10 jours après l'intégration de la RFA, la République fédérale d'Allemagne, au sein de l'OTAN, le 14 mai 1955, la création du pacte de Varsovie fut officiellement annoncée par mesure de réciprocité et intégrer la République démocratique d'Allemagne aux côtés de l'Albanie, de la Bulgarie, de la Hongrie, de la Pologne, de la Roumanie et de la Tchécoslovaquie sous la tutelle de l'URSS. Tous ceux qui firent leurs études primaires et secondaires dans les années 60 et 80, jusque dans les années 80, et je me compte dedans,
gardent certainement le souvenir de ces cartes du continent européen, représentant invariablement les pays membres de l'OTAN dans une couleur verte ou bleue, tandis que ceux du pacte apparaissaient marqués du sceau du marteau et de la faucille sous une couleur rouge. On s'en souvient encore. Au moment de sa constitution, l'OTAN se veut d'emblée comme une organisation politique et militaire de défense collective. Cela se traduit notamment par l'adoption du fameux article 5 du traité de l'Atlantique Nord, qui précise que les parties conviennent qu'une attaque armée contre l'une ou plusieurs d'entre elles, survenant en Europe ou en Amérique du Nord, sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes les parties. Et en conséquence, elles conviennent que si une telle attaque se produit, chacune d'elles, dans l'exercice du droit de légitime défense, individuelle ou collective, reconnue par l'article 51 de la Charte des Nations Unies, assistera la partie ou les parties ainsi attaquées en prenant aussitôt, individuellement et d'accord avec les autres parties, telle action qu'elle jugera nécessaire, y compris l'emploi de la force armée, pour rétablir et assurer la sécurité dans la région de l'Atlantique Nord. Cet article, qui devient la clé de voûte de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, est fondateur de la nature même de l'Alliance, dont l'objet premier est de faire face au bloc communiste. C'est ainsi qu'ont été définies en réalité les 40 premières années de vie de cette organisation, dont le seul but a été de s'opposer à toute tentative d'expansion du communisme en Europe de l'Ouest, par la garantie qu'elle offrait d'une réponse collective à l'attaque de l'un de ses membres. Tandis que le pacte de Varsovie disposait de mécanismes de solidarité militaire de nature identique, l'opposition de bloc à bloc que créaient ces mécanismes d'entraide ont, par leur nature même, contribué à figer le visage géopolitique de l'Europe d'après-guerre et des 4 décennies qui suivirent, dans ce qui sera mieux connu sous le terme de guerre froide. Contrairement à l'OTAN, l'Union de l'Europe n'a jamais reposé initialement sur un principe de défense militaire. Bien au contraire. Les fondateurs de ce qui deviendra le 25 mars 1957 la Communauté économique européenne ont d'abord fait le pari que la paix s'obtiendrait d'abord par la création d'un espace de prospérité économique, ce qui est un paradigme radicalement différent de celui de l'OTAN. Cette détermination à rechercher l'alliance des efforts autour de l'économie et non de la défense militaire reposait sur un constat et une leçon apprise de la guerre. Le constat était celui d'une Europe qui sortait de 6 années de guerre, qui avait ravagé son territoire, complètement exsangue, dont les paysages étaient marqués par des bombardements d'une intensité inégalée jusqu'à ce jour, voyant des villes entières disparaître dans des décombres fumants, une population profondément affaiblie, manquant de toutes sortes de ressources, profondément marquée par les affres de l'Holocauste et la libération des camps d'extermination et de concentration allemands. La leçon apprise portait sur la manière dont l'Allemagne, vaincue à l'issue de la Première Guerre mondiale, avait sombré dans le national-socialisme sur fond de crise économique sans précédent, qui avait laissé la population allemande dans un état d'appauvrissement extrême, propice à la montée des extrêmes. L'Allemagne eût-elle bénéficié d'une réelle prospérité, peut-être ne se serait-elle pas laissée convaincre d'abandonner son destin à un homme et à un parti qui a trouvé dans cet affaiblissement général des corps et des esprits le terreau fertile de la préférence nationale. Ce fut bien sur la base de ce constat et de cette leçon que les fondateurs de la Communauté économique européenne ont fait le choix de l'économie avant tout, car la croissance et les richesses que celle-ci amènerait permettra à n'en pas douter de construire tout ce qui vient après, lorsque les ventres auront cessé de grogner, à savoir les progrès sociaux, la démocratie et un certain sens du partage. La création par le traité de Bruxelles, signé le 17 mars 1948 entre la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg, d'un embryon de coopération européenne en matière de défense, qui s'inscrit dans les jours qui suivirent le coup d'État communiste à Prague le 25 février 1948, montrait, s'il en était besoin, l'existence d'un vrai besoin de ces nations de se prémunir contre un événement de même nature. Et alors même que l'OTAN n'avait pas encore été créée, cette démarche collective de ces 6 pays, dont 5 seraient parmi les membres fondateurs de la CE quelques années plus tard, exprimait la force du désir d'union et de défense collective contre l'Union soviétique. Mais ce traité fut néanmoins voué à l'échec 1 an avant la signature du traité de l'Atlantique Nord, dont la portée et l'étendue étaient sans commune mesure. Probablement parce qu'à ce moment-là, la communauté des États de l'Union européenne préférait
se regrouper autour d'une prospérité économique plutôt qu'autour d'une communauté européenne de défense. La création de la CEE en 1957 s'inscrivait quelques années après l'échec, en 1954 justement, de la création de la communauté européenne de défense, qui a été en réalité probablement victime de son ambition. Cette communauté reposait en effet sur un projet de partage de souveraineté dont le but ultime était de mettre en commun les forces militaires de 6 États européens. Cette initiative proposait un modèle d'intégration politique qui fait encore les beaux jours des débats politiques actuels quand on parle d'Union européenne. Et elle s'est malheureusement heurtée à la principale difficulté de fond que représentait, moins de 10 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, la résurgence possible de l'outil militaire allemand à un moment de l'histoire européenne où la seule évocation d'un réarmement eût sonné le glas de tout projet porteur d'une telle proposition. La création de l'Union de l'Europe occidentale sur la base du traité de Bruxelles de 1948 a pu sonner le renouveau du projet de l'Europe de la défense. Le fait que cette union incluait en particulier les 2 nations européennes sorties vaincues de la Deuxième Guerre mondiale a notamment pu apparaître comme une chance sérieuse de réunir dans un même creuset d'anciens ennemis, animés par le même désir de construire un espace de paix et donc de défense militaire de celle-ci. Mais la réalité de l'UEO fut en réalité assez éloignée de l'ambition initiale qui l'animait. Et cette union est restée pendant les 30 premières années de son existence davantage une instance de dialogue et d'échange où se définirait une politique de défense commune qu'une véritable alliance militaire. Dans ce contexte particulièrement segmenté, la répartition des responsabilités entre l'OTAN et la CEE devait sembler naturelle à la plupart des observateurs. Les principaux dirigeants de l'époque reconnaissant à la première la mission de la défense militaire du territoire européen, tandis qu'ils reconnaissaient à la seconde une responsabilité de développement économique. Vue de Saturne, une telle répartition des rôles pouvait paraître optimale et promise à un brillant avenir, mais une telle appréciation sur le caractère idoine de celle-ci ignorerait que certains États intégrés au sein de l'Alliance atlantique ont pu percevoir très tôt le rôle joué par les États-Unis dans cette organisation comme une forme de vassalisation des États européens qui se traduisait notamment par une perte d'autonomie stratégique, c'est un terme que je réutiliserai, qui ne pouvait être promise durablement à un grand avenir. D'autres critiques visant l'OTAN ont également pu porter sur le fait que, par sa présence, cette organisation désignait de facto l'endroit du futur affrontement entre les 2 blocs, celui de l'Ouest et celui de l'Est, et la prédestination du continent européen comme le lieu où se déroulerait prioritairement la Troisième Guerre mondiale, pouvait laisser l'impression désagréable qu'au bout du compte, ce seraient bien les pays d'Europe de l'Ouest qui avaient le plus à perdre dans une possible confrontation militaire entre l'OTAN et le pacte de Varsovie, alors même que le territoire des États-Unis conserverait le statut de sanctuaire dont il bénéficie encore, au moins jusqu'à ce jour, dans ce millénaire. En même temps, un tel partage de responsabilités, et n'en déplaise à ceux des États qui redoutaient l'expression de l'hégémonie américaine, a aussi permis à la communauté économique européenne de remplir sa mission de développement économique. Et ce, avec un succès porté par la croissance économique mondiale, tandis que l'OTAN garantissait, par son existence, la sécurité militaire de ce nouvel espace de prospérité. Il est d'ailleurs important de rappeler à cet égard que tous les membres de la CEE, jusqu'à l'élargissement de 1995, sont membres de l'OTAN, à l'exception de l'Irlande, et dans une moindre mesure de la France, dont le général de Gaulle avait annoncé le retrait de la structure de commandement intégré en 1966. Il faudra attendre la fin de la guerre froide et plus particulièrement la chute du mur de Berlin, le 9 novembre 1989, pour que les équilibres géopolitiques qui avaient défini le continent européen au cours des 40 années qui avaient précédé soient complètement remis en question. La chute de ce mur, qui reste le symbole de l'effondrement à compter de cette date du bloc communiste, ainsi que de l'idéologie qui le sous-tendait, a pu être analysée par certains comme un bouleversement d'ordre civilisationnel qui sonnerait la fin de l'histoire, selon Francis Fukuyama. Et je le cite. « Il se peut bien que ce à quoi nous assistons, ce ne soit pas seulement la fin de la guerre froide ou une phase particulière de l'après-guerre, mais la fin de l'histoire en tant que telle. » Vous avez certainement déjà entendu cette expression de fin d'histoire. Il faut lire la citation en entier pour bien la comprendre. Le point final de l'évolution idéologique de l'humanité est l'universalisation de la démocratie libérale
occidentale comme forme finale de gouvernement humain. Cela ne veut pas dire qu'il ne se produira plus rien, plus d'événements dignes de remplir les pages des revues consacrées aux relations internationales, car la victoire du libéralisme s'est d'abord produite dans le domaine des idées et des consciences, et elle est encore incomplète dans le monde réel. Mais il existe de puissantes raisons qui font penser que c'est cet idéal qui gouvernera le monde réel à longue échéance. Voilà le propos de Fukuyama. Pour autant, la victoire de la démocratie libérale sur l'idéologie communiste ne sonnait pas la fin des antagonismes régionalistes, ni la fin du racisme et de l'ostracisme religieux, ni la fin du nationalisme. Autant de braises qui couvaient en réalité sous la couverture de la dictature communiste dans laquelle étaient enserrés la plupart des pays appartenant au bloc soviétique. Mais vous me voyez venir. Il en fut ainsi notamment de la dislocation de la Yougoslavie en particulier. État composite qui réunissait sous une seule bannière des groupes ethniques et religieux dont l'antagonisme demandait qu'à s'exprimer librement. Il a suffi que la main de fer dans laquelle ces peuples étaient enserrés se relâche subitement pour qu'ils s'affrontent avec violence. Les Serbes orthodoxes d'un côté, les Croates de confession catholique de l'autre, et les Bosniaques musulmans au milieu. La dislocation de l'État yougoslave et les guerres ethniques et religieuses qui s'en sont suivies ont ramené au cœur de l'Europe une situation de guerre que la plupart des Européens de l'Ouest avaient totalement fini par oublier. Ce conflit, positionné au cœur de l'Europe centrale, à l'endroit même où la poudrière de la Première Guerre mondiale explosa, créa un choc des consciences dans les opinions européennes qui redécouvraient avec une certaine stupeur leur vulnérabilité et l'extrême fragilité de leur démocratie libérale face à la guerre. Le conflit yougoslave, tout comme le conflit kosovar qui suivit quelques années après, mit surtout en évidence le fait que l'Union européenne, qui s'était construite sur l'idée d'un partage de la prospérité économique, dont bénéficierait le continent dans son entier, était en réalité totalement impuissante à aborder d'un point de vue politique et militaire la question de la guerre et ses conséquences en termes de sécurité dans l'espace européen. Presque 100 000 personnes ont perdu la vie dans ce conflit, dont 40% de personnes civiles. Et ce ne fut qu'au prix d'une action militaire vigoureuse de l'OTAN que les hostilités purent cesser et qu'un processus de paix put être mis en place. La décision fut en effet prise par l'OTAN de procéder à des bombardements sur des positions serbes en Bosnie en 1995, qui permirent que soient in fine signés les accords de Dayton à Paris le 14 décembre 1995. L'intervention de l'OTAN dans les conflits ex-yougoslaves ne manque pas de soulever de nombreuses questions sur le rôle qu'a effectivement tenu cette organisation dans la résolution du conflit et celui qu'elle aurait dû jouer en vertu de la charte du traité de l'Atlantique Nord et notamment de son article 5. Il peut paraître en effet paradoxal que ce soit cette alliance qui intervienne militairement en ex-Yougoslavie alors même qu'aucun État membre de l'OTAN n'avait fait l'objet d'une attaque armée qui aurait justifié la mise en action des mécanismes de solidarité. Ce paradoxe a cependant remarquablement été intégré dans la réflexion stratégique du Conseil de l'Atlantique Nord, dont les membres qui le composent décidèrent dès 1991, lors du sommet de Rome, d'intégrer les effets de la nouvelle donne stratégique mondiale dans leur propre stratégie. Ainsi, le programme d'action qui a été décidé par les chefs d'État et de gouvernement de l'OTAN à Londres contenait-il les 5 éléments clés suivants et qui marquaient une évolution profonde de la doctrine otanienne. Il s'agissait d'instaurer une nouvelle relation entre les pays d'Europe centrale et orientale, autrefois unis contre l'OTAN au sein du pacte de Varsovie, mais considérant aujourd'hui l'Alliance comme un partenaire prêt à tenir compte de leur désir de se rapprocher de l'Occident et à surmonter un sentiment d'isolement et d'insécurité. On voyait dès 1991 les prémices du développement de l'OTAN vers l'Est, auquel on assistera dans les années qui suivirent. Deuxièmement, il s'agissait d'élaborer une nouvelle stratégie militaire qui non seulement reflèterait le fait que l'OTAN ne se trouve plus confrontée à une menace unique et écrasante, mais qui permettrait également à l'Alliance de gérer les défis et les crises les plus susceptibles de menacer sa sécurité à l'avenir. L'OTAN investit le champ de la gestion de crise de laquelle elle s'était tenue à l'écart pendant les années qui avaient précédé. Et ça annonce un revirement majeur. Elle veut confirmer aussi la volonté de renforcer la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe et la doter d'institutions permanentes qui souligneraient de manière tangible son rôle de forum pan-européen pour la coopération. L'OTAN veut s'engager à poursuivre le processus de maîtrise des armements au-delà du traité sur les forces conventionnelles européens
et elle veut encourager l'Europe à assumer une identité en matière de sécurité et jouer un rôle propre dans le domaine de la défense dans le cadre de la construction d'un pilier européen au sein de l'Alliance en vue de créer un partenariat transatlantique d'égal à égal, plus mûr et mieux équilibré. On voit en réalité que dès 1991, les questions d'extension de l'OTAN et de partenariat avec l'Union européenne étaient déjà posées. Et c'est donc bien au nom de la gestion de crise les plus susceptibles de menacer la sécurité de l'OTAN que cette dernière a construit la légitimité de son intervention en ex-Yougoslavie. On voit bien aussi que cette question de la gestion de crise est au cœur des problématiques de l'Union européenne aujourd'hui. Cette évolution doctrinale de l'OTAN a ainsi permis de garantir la survie de cette organisation en dépit de la disparition de son principal adversaire et de la faire entrer durablement dans la gestion de crises internationales qui l'amèneront à intervenir au Kosovo et à conduire, en l'absence de toute licéité, un certain nombre de bombardements, mais aussi à s'engager dans des opérations de plus longue haleine de lutte contre le terrorisme international, notamment à partir de 2003, date de l'intervention de l'OTAN en Afghanistan. Ainsi, et à titre d'exemple, la crise libyenne, consécutive au printemps arabe, qui a pris la tournure dans ce pays d'une guerre civile ouverte, dans laquelle la population civile se trouvait prise dans l'étau de l'armée libyenne et de la dictature de Kadhafi, fut-elle une nouvelle occasion pour l'OTAN d'illustrer ses capacités de planification d'une intervention militaire à grande échelle, dont les opérations ont été conduites par un couple franco-britannique aux intérêts stratégiques parfaitement alignés pour la circonstance, et l'OTAN agissait dans cette logique d'arc de crise qui manifestait justement cette évolution doctrinale vers un champ d'intervention beaucoup plus large que celui qui était initialement envisagé dans le cadre de l'article 5. Au bout du compte, les années 90 et 2000 ont marqué indubitablement la suprématie de l'OTAN dans la résolution des conflits européens et en Afrique du Nord. Depuis la création de l'IFOR, Implementation Force, à partir de 1996 dans l'ex-Yougoslavie, en passant par la SFOR, Stabilization Force, chargée de veiller à la bonne application des accords de Dayton, puis la KFOR, Kosovo Force, dont le déploiement a été rendu possible après l'intervention unilatérale de l'OTAN et dont les bombardements ont permis de faire plier la capitale serbe. L'Alliance Atlantique est restée jusque dans le mi-temps des années 2010 la seule coalition capable de répondre aux enjeux sécuritaires auxquels l'Europe s'est trouvée confrontée. Et tandis que l'OTAN a continué d'assurer la plupart des missions de défense en Europe, laissant au bout du compte peu de chance et peu de place pour les opérations européennes de l'Europe, l'évolution du contexte géopolitique au début des années 2000 a permis à l'Union européenne de se repositionner progressivement et d'apparaître comme un interlocuteur crédible en matière de défense européenne. I'm listening to this. On entend bien les bâillements quand on est en ligne. Le réveil de l'Union européenne, j'en étais là. En matière de défense, eh bien, il a en réalité été provoqué à la faveur de la résurgence de plusieurs facteurs de crise, de nature assez différente, bien que liés. La lutte contre le terrorisme international, la lutte contre les flux de migrants en provenance d'Afrique et du Moyen-Orient, et la lutte contre la piraterie maritime. Si la lutte contre le terrorisme international semble encore aujourd'hui rester l'apanage des nations considérées individuellement, ou l'affaire de coalitions internationales ad hoc, bien plus que d'un sujet pour l'Union européenne, dont la lutte contre le terrorisme a été abordée sous le prisme des défis sécuritaires qu'une telle menace a pu représenter à l'intérieur des frontières de l'Union européenne et non à l'extérieur de celle-ci, eh bien, la lutte contre les flux de migrants générés par les conséquences des conflits liés au terrorisme international ont en revanche donné une occasion inespérée à l'Union européenne de s'exprimer dans le domaine de la défense européenne. Afin de permettre à l'Union européenne d'assumer pleinement ses responsabilités dans le domaine de la gestion des crises, que j'ai déjà évoqué, qui a été un peu largement capté par l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, et afin de lui permettre d'agir en tant qu'acteur mondial en matière de sécurité,
Les États membres de l'Union européenne ont pris conscience qu'il était nécessaire de mettre en place des structures politiques, militaires et civiles qui permettraient d'atteindre ces objectifs. C'est ce qu'ont permis l'adoption des traités de Maastricht en 1992 et de Lisbonne en 2007. Le premier a permis la création d'une politique européenne de sécurité commune, à partir de laquelle une politique européenne de sécurité et de défense a pu être mise en œuvre. Et dès 1999, après l'adoption du traité d'Amsterdam, ont été créées les fonctions de haut représentant pour la PESC, la politique européenne de sécurité commune, qui préfigurait la fonction actuelle de haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité créée par le traité de Lisbonne. Et dans le même temps, ont vu le jour un comité politique de sécurité, un comité militaire et un état-major de l'Union européenne, ce qui constituait une nouveauté radicale qui montrait aussi à quel point l'Union européenne était désireuse de se saisir de ces questions de défense et de stratégie. Lorsque le comité politique et de sécurité est créé, ses principales fonctions sont de suivre la situation internationale et de contribuer à la définition de politiques dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune, y compris la PSDC, et il se voit chargé de l'élaboration d'une réponse cohérente de l'Union européenne face à une crise et en exerce le contrôle politique et la direction stratégique. Dans le même temps, le comité militaire de l'Union européenne, organe militaire le plus élevé établi au sein du Conseil, voit le jour. Il est composé des chefs d'état-major des armées des États membres, qui sont habituellement représentés par leurs délégués militaires permanents, et son rôle consiste à fournir au COPS des avis, des recommandations sur toutes les questions militaires au sein de l'UE. Mais parmi les deux créations que je trouve de mon point de vue les plus intéressantes, se trouve l'état-major de l'Union européenne et la capacité militaire de planification et de conduite. Cet état-major de l'Union européenne, qui œuvre sous la direction du comité militaire de l'Union européenne et sous l'autorité du haut représentant, il est défini quant à lui comme la source de l'expertise militaire collective au sein du service européen pour l'action extérieure. En tant que partie intégrante de l'approche globale du SEAE, l'EMUE est chargé de coordonner l'instrument militaire, en accordant une attention particulière aux opérations et aux missions, tant militaires que celles requérant un soutien militaire et à la création de capacités militaires. La capacité militaire de planification et de conduite, MPCC en anglais, a quant à elle été créée beaucoup plus tardivement, en juin 2017, pour assurer une mission de planification et de conduite opérationnelle des missions militaires à mandat non exécutif. Pour comprendre la distinction que l'Union européenne fait entre mission exécutive et mission non exécutive, il faut comprendre qu'une mission militaire non exécutive est définie comme une opération menée en soutien à un pays hôte qui n'a qu'un rôle consultatif, par opposition à une opération militaire exécutive qui est mandatée pour mener des actions en remplacement du pays hôte. Les opérations de combat entreraient en particulier dans la dernière catégorie. Donc, la MPCC se voit confier la possibilité de planifier et de conduire des opérations ou des missions militaires à mandat non exécutif. Elle dirige par exemple actuellement les missions de formation de l'Union européenne au Mali, EUTM, en Somalie et en République centrafricaine. Depuis novembre 2018, le Conseil a retenu de conférer à la MPCC, et ça c'est très nouveau, une capacité supplémentaire de planification et de conduite d'une opération militaire à un mandat exécutif de la taille d'un groupement tactique de l'Union européenne, c'est-à-dire environ 1500 militaires, ce qui permet d'orienter résolument cette structure vers les engagements militaires européens et l'usage de la force qui peut en découler. Ce qui se passe, c'est que l'Union européenne vient de se doter d'une capacité de planification opérationnelle et de conduite opérationnelle d'une opération militaire, au même titre que l'OTAN. Et là, ça devient vraiment intéressant. Les moyens humains et financiers restent en revanche extrêmement comptés. Et la création des groupements tactiques de l'Union européenne en 2004 sont encore bien loin de faire le poids face aux capacités de mobilisation annoncées par les pays membres de l'OTAN. De plus, le cadre de l'emploi reste encore assez restrictif puisqu'il renvoie aux missions de Petersberg, dont vous avez peut-être entendu parler, qui sont identifiées pour définir le cadre des forces engagées au sein de l'UEO en 92. Il s'agit alors de missions humanitaires et d'évacuation, de maintien de la paix. On parle aussi de missions de force de combat pour la gestion des crises et des opérations de rétablissement de la paix, mais on est encore très loin de missions offensives à proprement parler ou de lutte contre le terrorisme international, par exemple, hors des frontières de l'Union européenne, s'entend.
Le traité de Lisbonne, qui est entré en vigueur quelques années plus tard, a permis de redéfinir le cadre de la politique de sécurité et de défense commune, en clarifiant ses aspects institutionnels et en renforçant le rôle du Parlement européen sur ces questions. Les innovations institutionnelles que l'adoption de ce traité a permis, notamment avec la désignation du haut représentant dont je vous ai déjà parlé, eh bien, a permis de franchir un pas important dans le domaine dans la direction d'une Europe de la défense. Même si on n'y est pas encore, à tous égards, le traité de Lisbonne a vraiment constitué un progrès en ce sens. Maintenant, attardons-nous un peu à un autre domaine de la construction de l'Union européenne dans le domaine de la défense. Je vais passer un peu de temps à vous parler de l'industrie de défense européenne. Je pense que c'est important de l'évoquer parce qu'on voit aussi que c'est le lieu de confrontation d'enjeux géopolitiques extrêmement importants et qui peuvent à eux seuls définir ce à quoi ressemblera une défense européenne dans les années à venir. Si aujourd'hui l'Union européenne s'appuie utilement sur l'Agence européenne de défense, et je reviendrai sur sa création, qui agit sous l'autorité du Conseil de l'Union européenne pour soutenir le développement commun de capacités de défense, il faut comprendre que c'est une création, là encore, extrêmement récente. Créée en 2004 et placée sous l'autorité du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères, ces missions concernent le développement des capacités de défense, la promotion de la recherche et de la technologie en matière de défense, et son objectif reste celui de la création d'un marché européen de l'armement compétitif et du renforcement de la base industrielle et technologique de défense. Mais l'Union européenne, si elle s'est efforcée de mieux répondre aux enjeux sécuritaires auxquels elle a été confrontée, eh bien, elle a aussi utilisé d'autres outils pour y arriver. Et vous allez comprendre le lien que je veux faire, notamment avec la coopération structurée permanente. Et cette coopération structurée permanente, qui a été lancée le 11 décembre 2021 dans la continuité de l'adoption du traité de Lisbonne et notifiée en 2019 par la haute représentante, 2 jours d'ailleurs après les attentats, jour pour jour, après les attentats du Bataclan à Paris, cette coopération structurée permanente s'inscrit à un moment particulier dans l'histoire de l'Union européenne, puisqu'elle intervient également au moment même où le Royaume-Uni a acté via un référendum populaire le principe d'un retrait de l'Union européenne. Cette coopération renforcée vise, en application de l'article 46 du traité de Lisbonne, à regrouper les États membres qui remplissent des critères plus élevés de capacité militaire et qui ont souscrit des engagements plus contraignants en la matière en vue des missions les plus exigeantes. Cette initiative a permis de réunir 25 pays de l'Union européenne, avec l'exception notable du Danemark et de Malte. Cette coopération structurée permanente poursuit à la fois un objectif de développement capacitaire dans le domaine de l'armement, mais également dans le domaine opérationnel. Et les moyens devant permettre d'atteindre ces objectifs ont été listés dans le protocole additionnel du traité de Lisbonne. Ils sont au nombre de 5. Coopérer en vue d'atteindre des objectifs intégrés concernant le niveau des dépenses d'investissement, rapprocher leurs outils de défense, prendre des mesures concrètes pour renforcer la disponibilité, l'interopérabilité, la flexibilité et la capacité de déploiement de leurs forces, coopérer afin de s'assurer qu'ils prennent les mesures nécessaires pour combler les lacunes constatées dans le cadre du mécanisme de développement des capacités et participer au développement de programmes communs ou européens d'équipements majeurs dans le cadre de l'Agence européenne de défense à laquelle j'ai fait référence quelques instants auparavant. Cette initiative a été accompagnée de 3 autres formant un ensemble très ambitieux qui sont le plan de développement des capacités qui fixe les priorités en matière de capacité de défense de l'Union européenne, la revue annuelle coordonnée des politiques de défense, en anglais CARD, qui vise à harmoniser les politiques nationales de défense, et surtout le Fonds européen de défense qui constitue une nouveauté extrêmement importante dont l'objet est de financer la recherche et le développement en commun d'équipements de défense, incluant les projets de la CSP. Cette initiative, qui est très forte politiquement, produit cependant des résultats en réalité assez contrastés et ne témoigne pas d'un même niveau d'engagement entre les différents États concernés par cette initiative. Le dernier rapport produit par l'Assemblée nationale française sur ce sujet indique que tous les États membres ne sont pas aussi impliqués dans la coopération structurée permanente, ou PESCO en anglais,
connaissez peut-être cet acronyme, que la France et que nombre d'entre eux, notamment l'Allemagne. Et elles ne le voient pas comme une priorité. C'est le cas également des pays de l'Europe de l'Est pour lesquels la priorité en matière de défense est et restera l'OTAN. Ce constat, qui est teinté d'une certaine amertume, renvoie dos à dos les deux organisations de défense européennes que sont l'OTAN et l'Union européenne et laisse entrevoir une forme de schisme dogmatique entre les tenants de la première, nouveaux entrants au sein de l'Alliance Atlantique et particulièrement attachés à la garantie de défense collective offerte par l'article 5, jugée absolument nécessaire et seule capable de garantir le statu quo face aux voisins russes, et les États les plus anciens dans la construction de l'Union européenne, qui, eux, sont défenseurs d'un modèle de construction européenne plus intégré et plus favorable à l'idée de concéder une partie de leur souveraineté au profit d'une souveraineté européenne dans laquelle une Europe de défense trouverait pleinement sa place. En ce qui concerne l'augmentation des budgets de défense, vivement recommandée dans le cadre de la coopération structurée permanente, celle-ci a connu un moment critique lors de la présence du président des États-Unis au sommet de l'OTAN organisé à Londres à l'été 2008. Peut-être vous en souvenez-vous, mais ce dernier n'avait pas manqué de confronter les États européens, membres de l'Alliance, à leurs obligations budgétaires, en visant tout particulièrement l'Allemagne, et d'exiger que les États membres consacrent au moins un effort budgétaire supplémentaire afin d'atteindre au minimum les 2% de PIB que le président des États-Unis, Donald Trump, estimait constituer le minimum minimorum, allant même jusqu'à évoquer 4% du PIB pour l'ensemble des pays membres de l'OTAN. Derrière cette requête, en réalité, il y a le souhait pour les États-Unis que la charge du fardeau de la sécurité européenne soit mieux partagée entre les États de l'Union européenne eux-mêmes et les États-Unis. À l'époque des faits, une quinzaine d'États membres, dont l'Allemagne, le Canada, l'Italie, la Belgique et l'Espagne, étaient encore sous la barre de 1,4% en 2018 et en 2020. Et seule la Grèce, les 3 pays baltes, la Roumanie, la Bulgarie et la Pologne se situaient à 2% ou au-delà. Et vous voyez bien que quand je parle des pays baltes, de la Roumanie, de la Bulgarie et de la Pologne, ce sont des pays qui sont directement en contact de la Russie et qui ont un intérêt manifeste à développer un outil de défense au sein de l'OTAN et à y consacrer les moyens qui vont avec. Les États membres de l'Union européenne ont quant à eux dépensé de façon cumulée en 2019 219 milliards d'euros pour leur défense. Ce chiffre est largement inférieur au budget de défense américain, qui s'établit la même année à 630 milliards d'euros. Mais il reste le deuxième au monde en réalité, juste devant celui de la Chine, qui s'établit aujourd'hui à 217 milliards d'euros. Pourtant, l'idée qu'il existe en Europe un gap capacitaire vis-à-vis des États-Unis reste communément admise et globalement, en vérité, plutôt vérifiée dans les faits. Si l'on assiste à une augmentation progressive des sommes consacrées aux dépenses de défense dans bon nombre de pays européens, celle-ci ne peut à elle seule constituer une garantie de succès. En effet, cette augmentation a pu, dans une certaine mesure, produire des effets exactement contraires de ceux sur lesquels on pouvait compter. En effet, cette augmentation a pu, dans une certaine mesure, contribuer à la mise en place de plans d'acquisition d'armement américains, retenus par des États de l'Union européenne, au détriment de l'industrie de défense européenne. Le rapport de l'Assemblée nationale que j'évoquais précédemment indique de manière assez intéressante que l'Europe représente à elle seule 53% des exportations d'armes américaines pour l'année 2018. À titre d'illustration, les récentes acquisitions d'avions de chasse F-35 par le Danemark, l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne et la Belgique, ou d'avions de chasse F-16 par la Bulgarie, montrent la force et l'attractivité de l'industrie d'armement américaine en Europe, et qui s'inscrit dans une logique de balance des pouvoirs entre les pays européens, mais aussi le refus de consacrer la prédominance d'un pays sur un autre, ce qui ne manquerait pas de se produire si le choix du Rafale, par exemple, avait prévalu sur le F-35.
Il faut garder à l'esprit que l'Europe de la défense s'est illustrée vraiment d'abord par un échec retentissant, celui de la Communauté européenne de défense. Initiative que, comme je vous l'ai dit, qui avait été prise en 1954 pour une intégration très avancée des souverainetés nationales dans le domaine de la défense, et dont l'ambition s'est heurtée à une approche beaucoup plus nationale, en réalité, que fédérale du modèle de construction européenne. Ou plutôt, devrais-je dire, une approche intergouvernementale, par opposition à une approche plutôt intégrée. Le projet très avant-gardiste qui a été proposé par Robert Schuman envisageait en effet la mise en place d'une armée européenne permettant d'intégrer les futures unités allemandes de la République fédérale d'Allemagne dans un ensemble placé sous une autorité européenne unique, militaire et politique. C'est dire si c'était d'avant-garde, voire peut-être un peu irréaliste. Ce projet s'est heurté à des visions plus nationales du développement de l'Europe et il est rejeté par l'Assemblée nationale française en août 1954. Et ce refus, d'ailleurs, aura pour conséquence de précipiter le mouvement d'intégration et l'abandon du projet de communauté politique européenne dont il était le corollaire institutionnel. L'une des lignes de fracture politique les plus marquées qui posent les limites de la construction européenne porte sur la question de la souveraineté nationale. L'acceptation ou non de sa délégation à un ensemble supérieur et la crainte d'une fédéralisation de l'Union européenne qui déposséderait certaines nations de l'expression de leurs ambitions nationales. Ce sont ces lignes de fracture qui se sont notamment exprimées et qui se sont cristallisées au moment du débat national et européen qui s'est tenu lors de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. La peur de la perte de contrôle sur les flux migratoires en provenance d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient a certes constitué un motif repris par une partie de l'extrême droite nationaliste britannique, mais elle reflète en réalité une peur partagée par de nombreuses opinions publiques européennes de la perte du contrôle de la destinée d'une nation par le transfert à un ensemble supranational du pouvoir de décider par procuration et selon des processus qui souffrent parfois d'une certaine illégitimité démocratique ou d'un manque de légitimité démocratique de l'avenir de chaque nation concernée. Alors, les États membres pourraient certainement accroître leurs efforts dans le domaine de l'industrie d'armement, à condition d'accepter le principe d'une meilleure harmonisation et d'une augmentation de la coopération dans ce secteur d'activité stratégique. Et parce que ces États et ces nations sont si soucieux de souveraineté nationale, eh bien, on constate que le marché européen des équipements reste aujourd'hui fragmenté en 27 marchés nationaux, qui sont marqués par l'existence de disparités importantes en matière doctrinale et d'emploi des forces, qui sont définis eux aussi de manière purement nationale et qui expliquent la divergence très sensible des intérêts nationaux en matière de politique industrielle. La difficulté d'harmonisation des politiques nationales d'acquisition des armements est de plus accrue par l'entrisme américain dans ce domaine, marqué par le succès commercial auquel je faisais référence plus tôt, qui est d'autant plus important qu'il fragilise, de mon point de vue, les fondements même de l'existence d'une politique de défense commune. En réalité, au bout du compte, 6 pays membres de l'Union européenne disposent d'une industrie d'armement significative, ainsi que d'un budget en matière de recherche et développement, et c'est bien le souci d'autonomie stratégique qui a guidé l'orientation très nationale de la construction de ces industries de défense. La création d'une politique étrangère de sécurité commune et l'autonomisation progressive de la politique de sécurité de défense commune ont certes permis d'aboutir à la création de l'Agence européenne de défense. Et il ne faut pas négliger l'importance du succès que cette création représente. Cette évolution, elle représente réellement un succès significatif dans la construction européenne, car il faut se rappeler que le traité de Rome, traité fondateur de 1957, allait même jusqu'à exclure le principe de la production ou le commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre. Cette volonté d'exclusion s'exprime encore dans le choix d'exclure, jusqu'à très récemment encore, les questions touchant à la coopération en matière de défense, des règles relatives au marché commun, ainsi que l'emploi des fonds européens qui ne peuvent être utilisés dans le domaine de la défense. Donc ça restait le sujet de l'intergouvernementalité, mais pas de l'intégration européenne, des fonds communs européens. Ainsi, l'Agence européenne de défense reste avant tout une organisation chargée d'organiser la coopération, ou jusqu'à il y a très peu, 2 ans en arrière, la coopération intergouvernementale en matière de programmation d'armement.
Mais parlons un peu de ces mesures qui ont permis d'harmoniser les pratiques européennes. On commence tout d'abord par une directive de 2009 qui prévoit d'imposer que les marchés de défense fassent l'objet, sauf dérogation dans les cas qu'elle prévoit, d'une mise en concurrence européenne. Parlons d'une autre directive, celle de mai 2009, qui s'efforce quant à elle de simplifier les conditions de transfert des produits liés à la défense sur le territoire européen. Parlons également de la position commune adoptée par les États membres le 8 décembre 2008, qui permet quant à elle de fixer les règles communes en matière d'exportation d'armes. Il manque cependant à ce dispositif un système de sanctions qui n'apparaît pas dans le dispositif mis en place à cette occasion. La levée du tabou consistant à proscrire le financement des activités d'armement ou des activités militaires sur le fondement de dépenses a, au cours de ces dernières années, pu être enfin, partiellement levée. La Commission européenne a enfin accepté d'assouplir progressivement sa position en considérant notamment le secteur de la défense au même titre que n'importe quel autre secteur économique, dont la compétitivité pouvait être soutenue sur la base de l'article 173 du TFUE, traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, relatif à la politique industrielle. Et cet assouplissement s'est traduit notamment par une proposition de règlement portant sur la création d'un programme européen de développement de l'industrie de défense. Et ce programme européen de développement qui prend aujourd'hui le nom de Fonds européen de défense. Et ce Fonds européen de défense qui existe depuis le 1er janvier 2021. Donc c'est une création extrêmement récente, qui à terme sera doté d'un montant de 13 milliards d'euros, qui apparaît désormais comme un outil de soutien direct à l'industrie européenne de défense et qui reste réellement sans équivalent dans l'histoire de la construction européenne. Le Fonds européen de défense a prévu d'allouer au cours de sa première année d'activité environ 700 millions d'euros à la préparation de plateformes et de systèmes de défense à grande échelle et complexes, tels que les systèmes d'avions de combat de nouvelle génération, le parc de véhicules terrestres, les navires numériques ou modulaires et la défense antimissile balistique. De même, 100 millions d'euros seront consacrés aux technologies critiques qui amélioreront les performances et la résilience des équipements de défense tels que l'intelligence artificielle, le nuage, le cloud pour les opérations militaires, les semi-conducteurs dans le domaine des composants infrarouges et radiofréquences. Et ce fonds renforcera également les synergies avec d'autres politiques et programmes civils de l'Union européenne, notamment dans le domaine de l'espace, de la réponse médicale et du numérique et du cyberespace, 100 millions d'euros. L'objectif est de favoriser l'enrichissement mutuel et de permettre l'entrée de nouveaux acteurs et surtout de réduire les dépendances technologiques. Mais plusieurs défis restent encore à relever aujourd'hui. L'amélioration de la qualité des dépenses européennes en matière de défense, étant donné l'improbabilité d'une augmentation de celle-ci à court ou moyen terme, avec une attention particulière au budget de recherche et technologie qui permettront de développer ces technologies européennes dès leur conception. La poursuite du processus de consolidation industrielle au niveau européen dans tous les secteurs d'armement, que celui-ci soit aérien, naval ou celui de l'armement terrestre, qui reste très fragmenté au niveau national, trop fragmenté. Enfin, la difficulté existentielle que rencontrent des programmes d'armement majeurs conduits en coopération est susceptible de servir d'exemple, voire de moteur à la construction d'une industrie européenne d'armement. Et je pense en particulier au projet d'avion de 6e génération SCAF. Pour garantir la consolidation des industries d'armement européennes, acteurs privés par excellence, mais clients captifs des programmes d'armement, la France et l'Allemagne ont décidé au cours du sommet de Meseberg en juin 2018 de poursuivre leur action conjointe dans le domaine du développement des capacités, notamment au travers de 2 programmes majeurs, le système majeur de combat terrestre et le système de combat aérien futur, le fameux SCAF. La route, cependant, vers la construction d'une industrie d'armement est semée de nombreux écueils encore. Et je vais l'illustrer de manière assez claire. Il n'est pas en effet rare d'assister dans la phase de spécification des besoins techniques à l'apparition de divergences de besoins assez fortes entre États. Et on voit la résurgence des besoins nationaux réapparaître dans les programmes européens, notamment qui se voit par la multiplication des versions d'un même produit. Ce fut le cas notamment pour les frégates FREMM, frégates européennes, multimissions, dont les versions sont désormais si différentes, notamment je pense à la version française et à la version italienne,
qu'elles se font concurrence sur le marché mondial de l'exportation d'armement. Il n'est pas rare non plus qu'un État fasse le constat de l'impossibilité de faire converger les besoins par rapport à ses attentes et doivent se résoudre à quitter la coopération. Ce fut le cas de la France lorsqu'elle a quitté le programme Eurofighter en 1985 et qui a fait le choix de développer son propre avion de combat. Ce fut le cas du Royaume-Uni lorsqu'il a décidé de quitter le programme de la frégate de défense aérienne, frégate de défense Horizon. Enfin, si les projets bilatéraux sont les plus susceptibles d'aboutir, par opposition à des projets multilatéraux, la tentation pourrait être forte que les autres pays européens tenus à l'écart de ce projet ne cherchent à acquérir un matériel équivalent auprès de la concurrence, essentiellement américaine, et je pense en particulier à l'avion du futur et aux chars de demain. De manière assez intéressante, on peut voir que la Suède ou le Royaume-Uni ont adopté le statut d'observateur pour le projet le système majeur de combat terrestre, et sont très intéressés évidemment par le développement du SCAF. Il faudra voir justement quel rôle ces nations vont jouer dans ces programmes d'armement. On voit déjà apparaître certaines tensions entre l'Allemagne et la France sur la suite à donner au projet SCAF, par exemple. Donc les difficultés sont encore bien devant nous. Donc c'est un projet en construction, l'industrie d'armement, et sa consolidation ne peut certainement pas être garantie à ce stade. Comme je l'ai dit, de nombreux États européens s'attendent encore aux sirènes américaines et aux choix strictement nationaux. Ainsi, seuls 6 pays européens sur 27 ne volent pas avec des appareils américains. 6 Européens sont associés au programme du F-35, au détriment des alternatives européennes. Et de même, tandis que la Pologne et la Suède ont acquis le système européen de défense aérienne américain Patriot, la Roumanie met en œuvre un plan d'équipement militaire qui profite majoritairement à l'industrie d'armement américaine, dans le souci de s'obtenir la garantie de la protection américaine face à son grand voisin russe. Cet éparpillement des approvisionnements et la part belle faite aux États-Unis d'Amérique sont le révélateur ce que je qualifie de mal-être européen. En effet, peu de pays européens font aujourd'hui confiance à l'Union européenne pour les protéger contre une agression militaire d'ampleur et renvoient la responsabilité de cette protection aux États-Unis et donc à l'OTAN, organisation au sein de laquelle ce pays continue de jouer un rôle central. Donc en fait, tout ce que je vous ai expliqué au sujet de l'industrie d'armement européenne reflète un peu les angoisses des nations européennes sur le niveau de protection qu'elles peuvent attendre de cette construction européenne. Au vu de ces résultats, et malgré les progrès récents d'intégration des efforts en matière de coopération militaire et d'industrie d'armement, il ne peut y avoir de construction d'une véritable défense européenne sans le sentiment que celle-ci est ou sera de nature à assurer la protection des intérêts vitaux de chaque pays européen. Le sujet, il est bien là. Alors, de la complémentarité des modèles à leur redondance, la question du choix d'un modèle de défense européenne continue d'être posée. Lorsque Madame Madeleine Albright, qui était alors secrétaire d'État à la défense de Bill Clinton, évoque la fameuse règle des 3D, peut-être que vous vous en souvenez, je vais vous la redonner. Elle résume de manière très synthétique les enjeux qui sont au cœur de la montée en puissance de la défense européenne. En effet, lorsque le Royaume-Uni fait part de son souhait de se rattacher au projet consistant à doter l'Union européenne d'une capacité autonome de défense lors du sommet franco-britannique de Saint-Malo en décembre 1998, qui lui-même faisait suite aux leçons tirées du difficile engagement américain dans les Balkans, la secrétaire d'État n'a pas manqué de rappeler en décembre 1998 ce qui allait constituer cette fameuse règle des 3D qui, de mon point de vue, reste toujours d'actualité et qui rappelle les principes de non-découplage, de non-duplication et de non-discrimination envers les membres de l'OTAN et non membres de l'Union européenne. Donc on voit bien justement que toute la problématique de l'existence sur un même théâtre européen de 2 organisations s'articule autour de ces notions de duplication, de découplage et de discrimination. En l'absence de moyens de planification et de conduite des opérations autonomes, l'Union européenne s'est trouvée fort dépourvue pour participer au règlement des crises de l'ex-Yougoslavie et du Kosovo, comme je vous l'ai expliqué. Et ce sont des crises pendant lesquelles seule l'OTAN a montré qu'elle disposait à la fois de la détermination politique, mais aussi des moyens de conduire des opérations militaires de haute intensité.
Et alors que la PSD est enfin déclarée opérationnelle à l'occasion du Conseil européen de Laeken en décembre 2001, les accords de Berlin Plus, qui ont été formalisés le 14 mai 2003, ont permis de définir pour la première fois dans l'histoire de ces deux organisations les termes de la coopération entre l'OTAN et l'Union européenne. Ces accords organisent les conditions d'accès de l'Union européenne aux moyens et capacités de l'OTAN pour la planification et la conduite d'opérations dirigées par l'Union européenne et dans lesquelles l'OTAN ne s'est pas engagée. Ces principaux éléments de ces arrangements peuvent être synthétisés de la manière suivante. Donc, les accords de Berlin Plus garantissent un accès assuré de l'Union européenne aux capacités de planification de l'OTAN. Le mandat est donné à l'adjoint au commandant suprême des forces alliées en Europe, SACEUR, de commander l'opération dirigée par l'Union européenne, qui doit toujours être un Européen. Et il était intéressant de noter que les fonctions d'adjoint étant exercées par un officier général britannique, appartenant désormais à une nation qui ne fait plus partie de l'Union européenne, eh bien, le commandement de l'opération européenne a été désormais transféré au vice-chef d'état-major du SHAPE, donc Supreme Allied Headquarters, poste créé lors du retour de la France dans la structure de commandement intégré de l'OTAN. C'est bien qu'aujourd'hui, l'opération Althea, opération de l'Union européenne, est commandée par un officier général français qui est le vice-chef d'état-major de l'opération au SHAPE. Les accords de Berlin Plus organisent un accès aux moyens et capacités collectives de l'OTAN pour les opérations de gestion de crise. Il prévoit aussi un accord de sécurité OTAN-Union européenne qui a permis de développer l'échange d'informations classifiées en vertu des règles de protection réciproque. Et c'est un accord qui fonctionne, que j'ai eu l'occasion pour ma part de vérifier. Les procédures sont définies pour la gestion de moyens et capacités de l'OTAN. Les modalités des consultations OTAN et UE sont précisées dans le contexte d'une opération de gestion de crise. Et l'intégration dans le système d'établissement des plans de défense de l'OTAN, qui existe de longue date, des besoins et capacités militaires pouvant être requis pour des opérations militaires dirigées par l'UE est également prévue. Donc, sur la base de ces accords, l'Union européenne est en mesure de lancer ses deux premières opérations militaires à proprement parler. L'une en Macédoine, qui portait le nom de EUFOR Concordia, qui n'existe plus aujourd'hui, parce que vous savez que la Macédoine est le 30e État, membre de l'Alliance Atlantique depuis peu, et l'autre qui porte le nom de EUFOR Althea, qui est toujours en place et qui est l'héritière de la fameuse SFOR, Stabilization Force, qui est venue prendre sa suite en Bosnie-Herzégovine. Et cette opération est toujours active et placée donc sous le commandement de cet officier général français qui fait partie de l'état-major du SHAPE, l'état-major otanien. Donc vous voyez le niveau d'imbrication. La mission de la cellule de l'Union européenne au sein du SHAPE permet également, dans la logique de ces accords, de préparer les opérations de l'Union européenne ayant recours aux moyens et capacités communs de l'OTAN et viennent soutenir le vice-chef d'état-major dans son rôle de commandement d'opération. Et face à la montée en puissance progressive des opérations militaires conduites par l'Union européenne, dont certaines d'ailleurs sont frappées au saut du succès, comme ce fut le cas de l'opération Atalanta de lutte contre la piraterie au large de la Somalie, l'OTAN a marqué son intérêt pour un nouveau développement de la coopération avec l'Union européenne qui s'est concrétisé par la définition d'un certain nombre de domaines de coopération ainsi présentés lors de la déclaration commune du président du Conseil européen, du président de la Commission européenne et du secrétaire général de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord en juillet 2016. L'idée était alors d'accroître l'aptitude à lutter contre les menaces hybrides, notamment en améliorant la résilience, en coopérant pour l'analyse, la prévention et la détection précoce, au travers du partage de l'information en temps utile et dans la mesure du possible du partage du renseignement entre les services compétents et en collaborant dans le domaine de la communication stratégique et de la réponse. Il s'agissait d'élargir et d'adapter la coopération opérationnelle, y compris en mer et en matière d'immigration, grâce à un partage accru de la connaissance de la situation maritime ainsi qu'à une meilleure coordination et un renforcement mutuel des activités de l'OTAN et de l'UE en Méditerranée et ailleurs. Il s'agissait également d'étendre la coordination entre les deux organisations dans le domaine de la cybersécurité et de la cyberdéfense, de développer les capacités de défense des États membres de l'UE et des alliés, de favoriser une industrie de défense plus solide, d'intensifier la coopération en matière d'exercice, notamment dans le domaine hybride, et de renforcer la capacité de défense et de sécurité et d'améliorer la résilience de nos partenaires, à l'Est et au Sud, de façon complémentaire, grâce à des projets spécifiques dans toute une série de domaines pour chacun des pays bénéficiaires.
Dans la foulée de ce sommet, les ministres des Affaires étrangères des pays de l'OTAN ont par ailleurs approuvé en décembre 2016 42 mesures visant à faire progresser la coopération entre l'OTAN et l'Union européenne. Celles-ci furent complétées en décembre 2017 par un nouveau train de 32 mesures, portant notamment sur la cyberdéfense. Et lors du sommet de Bruxelles, en juillet 2018, une nouvelle déclaration conjointe a présenté la vision de l'UE et de l'OTAN en termes d'action contre les menaces communes et souligné les progrès accomplis en matière de coopération au bénéfice de la sécurité transatlantique. Les auteurs du rapport d'information fait au nom de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat, qui a été présenté le 7 juillet 2021, et je les cite, indiquent que l'OTAN et l'UE échangent désormais des alertes en temps réel sur les cyberattaques, participent chacune aux exercices de l'autre, collaborent dans leur réponse aux crises migratoires. La déclaration de 2018 renforce leur coopération dans de nombreux domaines, dont la mobilité militaire, la lutte contre le terrorisme, la résilience face aux risques en matière chimique, biologique, radiologique et nucléaire, et promeut un agenda intitulé « Femmes, paix et sécurité ». Par ailleurs, compte tenu du caractère crucial que revêt la question de la mobilité intra-théâtre des troupes et matériels militaires sur le continent européen, les États-Unis, le Canada et la Norvège participent au projet PESCO, coopération structurée permanente, une mobilité militaire qui permet justement de planifier la mobilité d'un nombre de troupes important au travers de toute l'Europe, dans l'hypothèse d'un nécessaire renforcement militaire de l'Ouest vers l'Est. Mais parlons maintenant des limites de cette coopération. Il y a encore beaucoup de la coupe aux lèvres pour que l'OTAN et l'UE s'inscrivent dans une logique de parfaite complémentarité et ne courent pas le risque de se voir reprocher des situations de redondance inutiles entre les différentes opérations mises en place par chaque organisation. Pour autant, le constat parle de lui-même. Je vais vous donner quelques exemples. Tandis que l'opération européenne Atalanta voit le jour en 2009, une opération de lutte contre la piraterie maritime. L'opération otanienne Ocean Shield voit le jour la même année, avec des objectifs de lutte contre la piraterie maritime qui sont extrêmement proches. Mais l'existence de deux opérations aussi proches dans leur mission se traduit inévitablement par des luttes féroces sur la génération de force, c'est-à-dire où les unités vont-elles aller, pour quelle mission. Le processus par lequel les unités participant à une opération sont identifiées, c'est ce qu'on appelle la génération de force. De même, la création de la NATO Response Force, force multinationale interarmée de l'OTAN qui a été créée en 2002, renforcée en 2014 par ce qu'on appelle la force opérationnelle interarmée à très haut niveau de préparation, eh bien, vient directement en compétition avec la création des groupements tactiques de l'Union européenne. Gardons à l'esprit que les troupes de l'Union européenne serviront ou la NATO Response Force ou les groupements tactiques de l'Union européenne, mais ne pourront pas servir les deux en même temps. La question de l'arbitrage se pose. Enfin, lorsque le président de la République française déclare, lors d'une célèbre interview au journal The Economist en octobre 2019, que l'OTAN est une organisation en état de mort cérébrale, cette déclaration fait en partie référence à la position de la Turquie au sein de l'Alliance, dont les agissements tant en Méditerranée orientale qu'en Syrie vis-à-vis de la population kurde ou en matière d'acquisition d'armements russes ont été de nature à fragiliser le pacte d'alliance qui est censé unir les désormais 30 pays qui composent cette organisation. Cette déclaration s'inscrit également dans un contexte particulier où les États-Unis d'Amérique, à la tête desquels se trouvait le président Donald Trump, mais dont les positions sont reprises par l'actuel président des États-Unis, n'étaient plus présentés comme les indéfectibles protecteurs de l'Europe face à l'adversaire russe. Il met ainsi en lumière la nécessité pour l'Europe de penser son destin stratégique de façon plus autonome, plus détachée de l'OTAN, dont les États-Unis semblent insensiblement se détacher, au profit d'une nouvelle géopolitique dans la zone Indo-Pacifique, en vue de confronter la Chine, l'empire du milieu qui est devenu son rival le plus direct dans la gestion des affaires du monde. L'unanimité requise pour engager une opération extérieure de l'Union européenne devient à 27 de plus en plus difficile à obtenir, surtout pour les opérations militaires. Les États membres qui ressentent un besoin urgent d'intervenir le font de plus en plus souvent en dehors des structures de la PSDC. Et la France est l'un des pays qui a le plus recours à cette pratique, en réalité, hors de tout cadre européen. Ainsi, plutôt que de s'employer dans la durée à obtenir un accord plus ou moins hypothétique, les autorités françaises préfèrent s'allier avec des pays européens volontaires aux capacités suffisantes, avec l'avantage supplémentaire de ne pas exclure a priori le Royaume-Uni,
ou le Danemark pour conduire certaines missions alignées avec les mêmes intérêts stratégiques. Et je pense en particulier à la mission Agénor dans le détroit d'Ormuz, qui constitue le type même d'opération pour laquelle la PSDC a été créée, qui reste une coalition de 8 pays volontaires encadrés par la France en dehors de tout cadre institutionnel européen, ni même otanien d'ailleurs. La création par la France de la force Takuba, qui constitue un autre exemple de coalition ad hoc, qui permet justement la création d'une coalition de forces spéciales au Mali pour lutter contre le terrorisme international, eh bien, est un autre cas d'école d'une coalition qui s'inscrit en dehors des structures de l'Union européenne créées spécifiquement pour gérer ces questions de défense de l'Union européenne. Et en fait, cet état de fait, pour moi, révèle un paradoxe assez profond entre une pratique qui témoigne d'un réalisme et d'un pragmatisme, j'allais dire, extrêmement appuyé, tandis que, d'un autre côté, ces mêmes pays n'hésitent pas à proclamer leur souhait d'une approche européenne plus intégrée. Donc, quelque part, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. L'initiative européenne d'intervention peut apparaître également comme un moyen de contourner la lourdeur des mécanismes de défense mis en place au sein de l'Union européenne. Cette initiative, lancée officiellement le 25 juin 2018, vise ainsi à favoriser l'émergence d'une culture stratégique européenne et en particulier à renforcer la capacité des Européens à agir ensemble en créant les conditions préalables pour de futurs engagements coordonnés et préparés conjointement sur tout le spectre de crise affectant la sécurité de l'Europe. Concrètement, cette initiative européenne est fondée sur un socle d'États européens ayant démontré leur volonté politique et leur capacité militaire d'assumer un engagement en opération, à savoir l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, l'Estonie, la France, la Finlande, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni. Cette initiative européenne d'intervention s'appuie sur une comitologie minimale et souple, comme si elle était particulièrement destinée à éviter la comitologie de l'Union européenne. Et elle était évoquée à plusieurs reprises par le président de la République française lors de son interview dans le journal The Economist. Et cette initiative pourrait être perçue comme cette recherche de ce fameux noyau dur européen, au sein duquel une véritable défense européenne pourrait enfin voir le jour. Mais enfin, faisons la liste de toutes ces initiatives. Qu'il s'agisse de l'Eurocorps, de la Joint Expeditionary Force, créée en 2014, ou de la Combined Joint Expeditionary Force, créée dans le cadre des accords de Lancaster House entre la France et le Royaume-Uni, ou encore de la brigade franco-allemande, créée en 1989. La question de l'intégration de ces différentes capacités au sein d'un ensemble unique et cohérent reste posée, notamment dans le souci d'éviter une trop grande dispersion des efforts qui pourrait nuire à l'efficacité de l'ensemble. Alors, quel avenir pour l'Europe de la défense ? Eh bien, faisons quelques constats. Les États orientent largement leurs investissements suivant leurs intérêts stratégiques ou ceux de l'OTAN. Ils engagent aussi des partenariats hors PSDC comme ceux liant la France à l'Allemagne ou au Royaume-Uni. Le bilan de la coopération structurée permanente reste mitigé, avec des réalisations inégalées, appelant à une plus grande sélectivité des projets. Et depuis 2020, une ouverture aux États tiers qui invite à la vigilance, notamment pour ce qui concerne les conditions de l'application de la réglementation sur les normes, une réglementation américaine. Là, je fais référence à certaines conclusions du rapport produit par la Commission des Affaires étrangères du Sénat, qui a été publié en juillet 2021. L'Union européenne, comme l'OTAN, en réalité, sont aussi en perte de vitesse en termes d'engagement opérationnel. Côté européen, sur les 17 missions et opérations en cours, 3 opérations militaires dites exécutives impliquent des forces de combat. Je pense à Althea, Atalanta et Irini. Sur ces 3 opérations, Atalanta est aujourd'hui en réalité en état de sommeil relatif et seule l'opération Irini fait encore parler d'elle, avec cependant quelques obstacles majeurs relatifs à l'organisation du legal finish. Côté OTAN, le retrait d'Afghanistan a sonné la fin de la force internationale d'assistance et de sécurité. Et l'Alliance ne met aujourd'hui plus en œuvre que des missions d'entraînement des forces. Tandis que l'opération Maritime Security Sea Guardian semble dans l'incapacité de produire des résultats opérationnels tangibles.
De même, la relance des instruments de la PSDC accomplie ces dernières années s'est accompagnée paradoxalement d'un déclin assez net des missions et opérations de l'Union européenne. Ce constat est également partagé par l'OTAN, dont le niveau d'activité opérationnelle s'inscrit à un niveau très bas depuis les 30 dernières années. Et pourtant, dans le même temps, si l'on observe bien, la situation en Syrie, au Mali, en Libye ou au Nagorno-Karabakh, ces situations n'ont pas donné lieu à la moindre velléité d'envoi d'une force européenne. On a l'impression que ces sujets n'ont pas été évoqués sous la perspective d'une intervention de l'Union européenne, ni même otanienne. Et c'est le choix d'une coalition d'opportunités qui semble avoir été fait par les États participant à ces opérations plutôt que celui du recours à l'une ou l'autre organisation. Sur le plan budgétaire, avec le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne, les pays de l'UE ne représentent désormais plus que le 5e des dépenses de défense des pays de l'OTAN. C'est ce que se plaît à rappeler d'ailleurs le secrétaire général de l'OTAN. Ce déséquilibre se retrouve aussi dans les arbitrages que les 22 pays membres de l'Union européenne, qui sont aussi membres de l'OTAN, doivent faire. Enfin, les discussions sont en cours sur la boussole stratégique, qui est le futur document stratégique de l'Union européenne à l'horizon 2030. Je pense que vous en avez entendu parler. C'est un document qui se révélera très structurant pour sa sécurité. Et cette boussole stratégique, qui a été initiée sous la présidence allemande au second semestre 2020, doit être finalisée en mars 2022 sous la présidence française de l'Union européenne. Or, la France reste active sur les sujets de sécurité et de défense, et les échanges récents entre notre président et le président des États-Unis, par suite de l'annulation du contrat franco-australien de fourniture des 12 sous-marins à propulsion hybride et la création du fameux traité AUKUS signé entre l'Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni, ils ont été l'occasion de réaffirmer la nécessité d'une défense européenne plus forte, pour reprendre les termes issus du communiqué conjoint qui a suivi cette rencontre au sommet. À terme, et au-delà des difficultés internes que rencontre pour des motifs assez différents chaque organisation, que je me suis efforcé de vous présenter, la question du partage du fardeau sécuritaire entre l'Union européenne et l'OTAN reste posée, de mon point de vue. D'aucuns se verraient confier à l'OTAN non seulement la défense du territoire européen, mais aussi la gestion de crise du haut du spectre, c'est-à-dire dans le cadre d'un conflit de haute intensité, un conflit armé international employant des moyens lourds d'un État contre un autre État ou d'une coalition d'États contre une coalition d'autres États. Et l'Union européenne se verrait, quant à elle, chargée des défis sécuritaires aux alentours de l'Europe. Opérations de stabilisation, de maintien de la paix, contrôle des mouvements migratoires. Et donc, d'une manière assez schématique, l'OTAN tournée vers l'Est et l'Union européenne tournée vers le Sud. La capacité de l'OTAN à planifier et à conduire des opérations sur le haut du spectre ne fait, de ce point de vue, aucun doute. Cette organisation dispose en effet d'états-majors dont les effectifs feraient pâlir d'envie tout militaire affecté au sein des structures de planification et de conduite des opérations européennes. La capacité de l'OTAN à développer des standards et des normes est certainement un des atouts majeurs de l'organisation et de sa capacité à intégrer par ce biais des pays dont l'appareil militaire peut être très différent. L'Union européenne, quant à elle, a démontré au cours des opérations récentes qu'elle a menées qu'elle disposait d'un pouvoir infiniment supérieur de négociation d'accords et de traités au nom des pays qui la composent, avec les États hôtes dont le soutien était requis pour le soutien de l'opération. Cette flexibilité n'a pas trouvé son équivalent au sein de l'OTAN, alors même que le cadre juridique dans lequel une opération s'inscrit revêt une importance sans cesse croissante. Cette répartition ne satisferait cependant pas les besoins d'autonomie stratégique exprimés à corps et à cri par certains membres de l'Union européenne et ne répondrait que de manière très incomplète aux enjeux sécuritaires du XXIe siècle. En effet, la capacité d'intervention de l'Union européenne pour la gestion de crise, de même que l'existence d'une défense européenne capable de s'affranchir du parapluie américain, constitue à n'en pas douter les conditions de l'avènement d'une Europe puissance capable d'exister autrement que par son seul prisme économique. Voilà, je suis arrivé au terme de ma présentation et je suis désolé de vous l'avoir infligé. J'espère vous avoir permis de mieux comprendre les difficultés inhérentes aussi bien à l'Union européenne d'une part qu'à l'OTAN d'autre part. Dans ce match de nature inégale, il serait présomptueux de vouloir dire aujourd'hui
quel serait le modèle qui finalement permettrait à cette Union européenne de défense de voir le jour si un jour, si ce jour vient. On peut parfois se poser la question. On voit aussi que les enjeux ne sont pas toujours de même nature. On voit que l'Union européenne est une collection d'États qui ont des intérêts nationaux qui sont en réalité extrêmement divergents et qui s'expriment parfois de manière préférentielle au sein de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord ou de manière préférentielle au sein de l'Union européenne. L'OTAN vient aujourd'hui, il y a peu, d'intégrer son 30e membre. Donc on voit bien que si je devais schématiser, la philosophie même de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, c'est bien d'augmenter sa superficie et d'agréger autour de cet article 5, de ce parapluie américain, un nombre d'États sans cesse croissant. De l'autre côté, on a une Union européenne qui cherche à approfondir la coopération dans le domaine de la défense et non pas nécessairement à l'élargir. Et on voit que cette notion d'approfondissement nous ramène à la question du choix du noyau de coopération. Et ce noyau a pu prendre différentes formes, celui d'une initiative européenne d'intervention, par exemple, ou le choix de coalitions ad hoc. Et on voit qu'il y a cette préférence-là qui est aussi le moyen de garantir une intégration plus forte des efforts de défense par le choix d'un certain nombre d'États dont les intérêts stratégiques sont alignés. Donc je ne crois pas qu'à un moment donné, il y ait un modèle qui va, de mon point de vue, prédominer sur un autre. J'ai plutôt tendance à penser que ces deux organisations, d'abord, vont continuer à développer les niveaux de coopération, de collaboration qui sont déjà sans cesse croissants, et que les États individuellement vont choisir plutôt l'une organisation, plutôt l'autre organisation, de manière très opportuniste, j'allais dire, voire de choisir de s'engager dans une coalition qui ne sera ni de l'Union européenne, ni de l'OTAN, pour faire prévaloir en fait des intérêts nationaux, des intérêts stratégiques qui sont avant tout l'expression d'une souveraineté nationale. Je ne crois pas qu'il soit possible aujourd'hui de s'affranchir du débat entre l'Union européenne et l'OTAN si la question de la souveraineté européenne n'est elle-même pas tranchée. Et on voit bien qu'elle passe par bien d'autres endroits qui sont justement des problèmes économiques, d'industrie d'armement, d'industrie de défense, de partage du fardeau en termes de sécurité et bien d'autres sujets qui dépassent largement le cadre de mon intervention.